Stéphane Petit-Colas, je travaille à la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autorité française qui est en charge de la régulation des données à caractère personnel dans le cadre de l'usage des services numériques, mais pas uniquement. Je suis ingénieur expert, donc je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas beaucoup vous parler de droit, même si évidemment j'y ferai un peu référence, puisque c'est quand même une des matières principales qui est travaillée par la CNIL. Alors, en préambule et avant que ma présentation charge, simplement peut-être pourquoi la CNIL, merci pour la présentation, pourquoi la CNIL s'intéresse à la question des objets connectés. Comme Mathieu l'a très bien expliqué juste avant, c'est parce que de toute manière, quand on parle d'objets connectés, on va parler de données à caractère personnel, et cela aussi bien des données qui vont être collectées par ces appareils que des données qui peuvent émettre à notre insu. L'autre question, et qui est une question extrêmement importante, c'est l'augmentation du nombre d'objets qu'on va tous porter sur nous dans les années à venir. Alors cette étude est une étude qui est un peu vieille de Cisco, mais qui estime qu'à l'horizon 2020, on aura en moyenne 6,5 appareils connectés par individu. Alors c'est extrêmement important, ça peut paraître beaucoup, mais si vous pensez à votre véhicule connecté, si vous pensez à votre montre connectée, si vous pensez à votre smartphone, si vous pensez à votre ordinateur portable, à votre ordinateur fixe, et puis une balance connectée ou quelques appareils connectés dans votre domicile, finalement on y est assez vite. Pour les gens qui sont français, vous aurez tous un compteur communicant qui va être installé dans les 5 années à venir chez vous. Ce sera aussi un objet connecté. Donc, qu'est-ce qui est extrêmement intéressant ? Par rapport à ce que Mathieu a pu vous dire juste avant, aujourd'hui, à partir des objets qu'on va porter sur nous, chacun des objets va finalement diffuser un peu d'informations sur notre vie privée. Le Wi-Fi en diffuse parce qu'il en a besoin pour se connecter. Et donc, vous imaginez bien qu'une des craintes des autorités de protection des données, c'est l'augmentation du nombre d'objets qu'on va avoir sur nous, vont finalement permettre au bout d'un moment d'en apprendre beaucoup. Parce que si je suis capable de savoir que vous avez tel ou tel objet sur vous, finalement, ça me donne une information sur vous. Alors évidemment, quand on parle de podomètre, c'est pas grave, mais si par exemple je vous parle d'un objet connecté qui est capable de regarder votre taux d'insuline, si je parle de choses qui sont capables de regarder vos battements cardiaques, quand je parle d'un véhicule connecté, on va avoir les relevés de votre vitesse, comment vous freinez, etc., etc. Donc vraiment la question fondamentale pour les objets connectés, et c'est l'enjeu des années à venir, c'est de donner des garanties. Parce que autant les gens sont prêts aujourd'hui à prendre des objets connectés parce qu'on leur parle principalement d'impact publicitaire, et finalement, même si c'est gênant, les gens en ont, entre guillemets, ils se sont dit, voilà, c'est un peu la contrepartie d'utiliser des services gratuits et on accepte. Mais quand on va commencer à parler de véhicules connectés qui va prendre des décisions à votre place, qui va envoyer des données, quand on va parler de potentiellement vous proposer des soins qui seront basés sur ces données qui ont été collectées pendant 10 ans sur vous, la question de la transparence et la question de l'information des utilisateurs, qui sont des principes de la loi informatique et liberté, pas toujours respectés aujourd'hui, vont être beaucoup plus importants. Et ils vont être importants pour les utilisateurs, mais ils vont être aussi importants pour les industriels. Parce que notre conviction aujourd'hui, c'est que les industriels qui se lanceraient dans le secteur de la santé, qui vont collecter des données sur les gens sans aucune transparence, n'arriveront pas à faire émerger ces objets. Et en fait, l'idée de cette présentation, c'est d'essayer de vous montrer quelques objets qu'on a pu croiser, des objets connectés, et de vous dire un petit peu les problématiques qu'ils avaient. C'est ces problématiques-là auxquelles il faudra répondre si on veut créer de la vraie confiance numérique et permettre à ces objets d'exister, parce qu'ils ont aussi un intérêt collectif pour nous. Alors, voilà une petite liste d'objets rapide. Alors, il y a le pass Navigo, pour ceux qui habitent à Paris, vous le connaissez, c'est le pass qui est utilisé dans les transports. Un téléphone, je ne rentrerai pas trop dans le détail, parce que c'est surtout la partie Wi-Fi qui est intéressante, et Mathieu en a déjà beaucoup parlé. Vous avez une carte bancaire sans contact. En bas à gauche, vous avez les Google Glass. Au milieu, un Jawbone Up qui est un podomètre, et puis tout en bas à droite, c'est le compteur Linky qui sera installé pour avoir des compteurs intelligents en France dans les années à venir. Alors, très rapidement, le pass Navigo. Alors, souvent, quand on fait une conférence sur les objets connectés et que vous commencez par présenter un pass Navigo, vous correspondez à peu près à l'image que les gens ont de la CNIL, c'est-à-dire un peu old school, pour être honnête. Et pourtant, c'est un objet connecté. Alors, pas connecté à Internet, et ça, je pense que c'est une distinction qui est extrêmement importante à faire. Un objet connecté n'est pas la même chose que ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, d'accord ? L'IoT, c'est un sous-ensemble des objets connectés. Vous avez aujourd'hui plein d'objets connectés qui sont connectés, mais pas à Internet. Le pass Navigo, c'est très simple. Il est connecté à un réseau local, celui de la RATP. Quand vous arrivez devant un badger, vous passez votre pass, ça envoie une information dans le réseau de la RATP, et puis voilà. Donc, globalement, ça marche comme ça. Alors, pourquoi ces systèmes ont été créés ? Il y a deux avantages, il y a deux intérêts. Il y a le côté utilisateur, ne plus avoir à avoir un ticket, la capacité de pouvoir passer sans contact. Et puis du point de vue de la RATP, il y a quand même des choses intéressantes. Vous avez un numéro unique sur ce pass, il est personnel et infalsifiable, on peut vous le remplacer quand vous l'avez perdu, vous avez un fichier client, et puis surtout vous avez des statistiques un peu plus fines de votre réseau. Alors, à la RATP, vous badgez que quand vous rentrez dans le métro, donc on ne peut pas savoir où est-ce que vous êtes sorti. Mais à minima, déjà, ça permet, si vous voulez, pour
la RATP, et le STIF d'investir dans le métro, sur les zones où il y a aujourd'hui des problèmes de contention et trop de personnes, pour faire en sorte, en gros, que derrière un investissement financier, vous ayez le meilleur retour sur investissement. En l'occurrence, là, c'est du confort utilisateur. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez un pass Navigo aujourd'hui et que vous le mettez dans un lecteur de carte, vous avez vos 3 derniers passages qui sont stockés dedans. Donc vous avez la station de métro où vous l'avez utilisée, la date, l'heure. Donc, si quelqu'un vous pique ce pass et il le met dans un lecteur, il va être capable de savoir où vous êtes passé lors des 3 derniers passages. Vous aurez a priori la station de métro ou le bus qui se trouve en bas de chez vous, et puis vous aurez la station de métro et la station de bus qui se trouvent à votre travail, à minima dedans. Ce qui sont quand même des informations qui sont assez, qui peuvent révéler des choses sur les personnes. Donc ne jamais oublier, mais ça a été très bien dit avant, un objet, il a des données qu'il va produire, les endroits où vous vous déplacez, mais il en garde aussi pour lui. Voilà. Donc quelqu'un qui récupère cette information, il va être capable potentiellement de la lire. Alors, un autre exemple, alors ça c'est un très bon exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les cartes bancaires sans contact. Donc là, encore une fois, on est sur un objet qu'on connaît tous très bien, c'est une carte bancaire. Alors il faut déjà savoir qu'une carte bancaire, elle a énormément de données dans le support. On a parlé avant des informations qu'on envoie quand on utilise le Wi-Fi. Une carte bancaire, en fait, elle va stocker à minima les 50 dernières transactions que vous avez faites avec, mais en fait, meilleure est votre carte, plus vous avez de paiement. Donc pour les gens qui ont une Visa Premier parmi vous, sachez que vous avez les 150 dernières transactions qui sont stockées dans la carte, lisibles par n'importe qui. Donc on prend votre carte, on la met dans un lecteur, vous avez le montant, vous savez si c'est un paiement dans un magasin ou un retrait, le pays et la date. Donc ça, c'est déjà ce que faisait toute carte bancaire avant qu'on se soit une carte bancaire sans contact. Alors pourquoi on a fait comme ça ? Parce que c'était pratique, parce qu'on avait de la place dans la carte, et puis que finalement, ça ne représentait pas beaucoup de risques, parce que, soyons honnêtes, si j'arrive, que je prends votre carte bancaire et que je la mets dans un lecteur juste devant vous, a priori, vous allez réagir. Le problème, c'est qu'un jour, on a décidé de créer cette carte bancaire sans contact. Et on ne s'est pas du tout posé la question de savoir qu'est-ce qui existait dans cette carte et qu'on pouvait lire. Et donc, on a rendu accessible à tout à chacun qui était capable de faire de la lecture sans contact, c'est-à-dire toute personne qui a au moins un Samsung Galaxy S3, la capacité de lire le contenu de la carte. Et là, il y a une personne qui travaillait pour British Telecom qui a fait une petite application pour Android, et puis vous passez votre téléphone au-dessus de la carte et vous êtes capable de la lire. Bon. Alors, encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir votre nom et votre prénom qui vont être lisibles, la date de validité de votre carte, le numéro complet de la carte, bien évidemment, et l'ensemble des transactions. Donc, la CNIL, pour information, a pas mal travaillé avec les banques. Vous n'avez plus aujourd'hui le nom et le prénom du porteur, vous n'avez plus la date de validité, parce que ce qui est très intéressant, c'est que ces données ne sont même pas nécessaires pour une transaction de paiement. C'est-à-dire que vous avez des données dans une carte, mais quand vous payez, elles ne sont pas utilisées, ces informations, parce que ce qui est utilisé, c'est principalement votre numéro de carte bleue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, il n'y a aucune volonté des banques d'utiliser ces données à mauvais escient. Le problème, c'est qu'ils distribuent à tout le monde un dispositif que vous allez porter sur vous et qui, potentiellement, peut vous permettre de vous suivre. Quelle est aujourd'hui la technologie qui se rapproche le plus de la carte sans contact et qu'on utilise dans notre quotidien ? Les portiques anti-vol. La RFID. La RFID, la NFC est un sous-ensemble de la RFID. Donc pour ceux qui ont déjà vu dans les magasins, vous avez des espèces de plaques en plexiglas avec des grandes spires métalliques à l'intérieur. Ça permet de créer un champ magnétique et d'activer en fait un dispositif à champ proche, comme la RFID. C'est ça qui fait que quand vous passez avec un vêtement que vous avez essayé de voler, ce que je ne vous souhaite pas, vous allez faire sonner le portique. Bon. Et le sans contact, c'est exactement la même chose. Donc potentiellement, tous les portiques anti-vol qui existent aujourd'hui dans les magasins sont capables de lire une carte sans contact. Encore une fois, personne ne va aller la lire, en tout cas un magasin ne va pas la lire pour faire des achats à votre place. Par contre, c'est quand même intéressant de savoir combien de fois vous êtes venu dans le magasin, combien de temps vous y avez passé, et potentiellement de mettre en lien avec des achats, puisque quand vous allez payer, vous allez aussi donner ce numéro de carte. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un exemple un petit peu pour vous montrer qu'on est encore sur un objet du quotidien, mais finalement, le fait de le rendre connecté permet de diffuser de l'information. Alors, un autre très bon exemple, c'est le smartphone. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pense que les gens connaissent bien. On a fait une étude à la CNIL, on a distribué pendant 3 mois à des personnes de la CNIL des téléphones sur lesquels on avait mis une application développée avec INRIA et l'équipe Privatix qui permettait de voir exactement toutes les données qui étaient récupérées dans un téléphone et un petit peu quel usage en était fait. Donc ça, c'est les résultats qu'on a eus sur un appareil Apple. Le premier résultat qui n'est pas très surprenant, mais qui est quand même intéressant, c'est qu'on a 93% des applications qui accèdent au réseau. Alors, il faut quand même savoir que sur un smartphone, vous avez en fait pas mal d'applications qui n'ont pas besoin d'accéder au réseau. La plupart des jeux vidéo, à part pour vérifier une mise à jour du jeu, mais ça, c'est plutôt fait par le magasin d'applications, n'a pas besoin nécessairement d'accéder au réseau, sauf s'il vous permet de jouer avec d'autres gens. Voilà. Mais déjà, c'était assez surprenant. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a près de la moitié des applications qui ont essayé d'accéder à quelque chose qui s'appelait l'UDID, qui n'existe plus.
Pourquoi c'est intéressant? C'est simplement que c'est un identifiant unique et qui est stable. Donc la même chose que ce que vous avez vu dans la présentation précédente, récupérer un identifiant unique d'une personne stable dans le temps, c'est ce que tout le monde cherche aujourd'hui. Il faut bien comprendre que personne n'est intéressé de récupérer votre nom et votre prénom, ce qui étaient les données à caractère personnel en 1978 quand la CNIL a été créée. Aujourd'hui, ce qui est vos données à caractère personnel, ça va être une adresse MAC, ça va être un IMEI qui est lié à votre smartphone, ça va être un identifiant d'une puce RFID, ça va être une adresse mail, ça va être une adresse IP. Et la vraie problématique, je vous parlais tout à l'heure de confiance au numérique. Si je vous demande, est-ce que vous êtes capable d'envisager les conséquences de la diffusion de votre nom, de votre prénom et de votre adresse? Comme c'est une donnée que vous connaissez, vous allez être capable d'envisager un peu quelles sont les conséquences de diffuser cette information. Moi, si je diffuse mon adresse, les gens vont savoir où j'habite. Voilà, ça c'est une logique évidente. Si je vous parle d'IMEI, d'adresse MAC, de numéro de carte Bluetooth, si je vous parle d'adresse IP, déjà, je serais curieux de savoir combien de personnes dans cette salle sont capables de me donner cette information qui les concerne. Alors que pourtant, c'est celle que les acteurs utilisent pour vous identifier. Et comme c'est une donnée qu'on ne connaît pas, et forcément, c'est extrêmement difficile d'envisager à quoi elle pourrait servir, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, comment on pourrait l'utiliser. Et le fait que les acteurs ne soient pas assez transparents là-dessus crée vraiment une crainte. Je vous parlais de la carte bancaire sans contact. Il faut savoir que c'est l'un des sujets pour lesquels on a le plus de plaintes à la CNIL aujourd'hui, alors qu'en fait, en termes d'usage de fraude bancaire, il n'y en a pratiquement pas. Parce qu'il faut être honnête, personne ne va aller s'amuser à se balader avec une antenne NFC pour récupérer vos numéros de carte bleue dans le métro. Tout simplement parce qu'ils piratent un site internet, ils récupèrent le même nombre de numéros de carte bleue en 1 heure et il va les utiliser derrière. Un hacker, il fait toujours au plus simple et au moins cher. D'accord ? Donc, c'est vraiment pas ça. C'est juste que les gens, évidemment, il y a tout de suite une crainte parce que les gens ne savent pas comment ça fonctionne, ne savent pas pourquoi c'est utilisé et donc vous avez une réaction anxiogène. Donc, la transparence sur le numérique, elle est vraiment très importante pour ça. Juste un autre chiffre sur la localisation. Parce que là, on a une trentaine de % d'applications qui accèdent à la localisation. Sachez que quand on a fait l'expérimentation sur Android, une application comme le Play Store, pour ceux qui ont un téléphone Android, c'est l'application qui permet de télécharger d'autres applications. L'application comme le Play Store géolocalise 1,3 million de fois l'utilisateur en 3 mois. Voilà, ça fait 10 événements par minute de géolocalisation. L'application, la widget actualité et météo fonctionne pareil. L'application Facebook, c'est 800 000 géolocalisations en 3 mois. Voilà. Donc là, on est quand même, la première question, c'est déjà, on se plaint tous que notre téléphone se vide en une demi-journée. Comment ça se fait qu'il géolocalise aussi souvent? Et puis, quel est l'usage derrière? Voilà. Donc encore une fois, le problème, c'est quand vous donnez ce genre de chiffres à n'importe quel utilisateur, très logiquement, il a peur, tout simplement parce qu'il ne voit pas à quoi ça peut être utilisé. Alors pour l'instant, on parle de géolocalisation. Bon, là, la géolocalisation, ça peut être très sensible. On parle de chez vous, de votre travail, donc on est vraiment dans de la donnée sensible. Encore une fois, imaginez qu'on parle de votre rythme cardiaque. Imaginez qu'on parle du taux de sucre que vous avez dans le sang. Imaginez qu'on parle des vitesses à laquelle vous roulez sur la route. Voilà. C'est vraiment ça, les objets connectés demain, c'est à ça que ça va servir. Et donc, si on veut que les gens acceptent de les installer, il va falloir leur donner un petit peu confiance dans ces objets. Et ça, c'est aussi le travail, au-delà des régulateurs comme la CNIL, c'est aussi le travail des acteurs. Parce que qui est le mieux placé pour parler d'un produit? C'est quand même celui qui le fait. Autant vous dire que la communication de la CNIL risque d'être un peu différente sur le produit et peut-être moins poussée à l'acheter. Voilà. Alors, juste parce que j'ai plus beaucoup de temps, je voulais simplement vous présenter 3 autres objets, parce que je vous ai parlé d'objets qui étaient un peu anciens finalement, la carte bancaire sans contact, le pass Navigo. Bon, l'idée de vous les présenter, c'est encore une fois, n'ayez aucun doute sur le fait que les futurs objets connectés risquent grandement de fonctionner sur les mêmes modèles, puisque c'est le modèle du numérique des 10 dernières années. C'est de la collecte de données à des fins de rémunération d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Et avec une sécurité qui est quand même assez discutable, on l'a vu sur les normes Wi-Fi et ce qui a pu être fait, même si ça date un petit peu. Donc le compteur intelligent, énorme enjeu sur lequel la CNIL a énormément travaillé et travaille aujourd'hui. Moi, je suis aussi expert indépendant à la Commission européenne sur la sécurité de ce type d'appareil, puisque là, on parle de 32 millions d'équipements qui vont être déployés en France. Et avec toutes les questions de sécurité et de protection de la vie privée que vous imaginez, il est hors de question que quelqu'un puisse prendre le contrôle de 32 millions de compteurs et de générer une surconsommation d'énergie, par exemple. Oui, c'est ce genre d'enjeu dont on parle. Mais aussi que la consommation électrique est extrêmement révélatrice de votre vie privée. On peut savoir à quelle heure vous vous levez, on peut savoir à quelle heure vous vous couchez, on peut savoir le type d'équipement que vous utilisez. Donc sachez qu'on a fixé un cadre extrêmement strict. Par exemple, un compteur, même avec votre accord, ne pourra jamais descendre à un pas de temps de moins de 10 minutes. Et par défaut, ce compteur collectera simplement les données journalières. On ne pourra pas aller à quelque chose de plus fin sans demander l'accord de l'utilisateur. Parce que finalement, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est comment on implique l'utilisateur dans le changement numérique et dans la révolution numérique. Est-ce qu'on le laisse complètement sur le côté de la route et on ne le fait pas du tout participer au risque qu'un jour il découvre un peu le poteau rose et qu'il décide de ne plus rien utiliser? Et là, on aura tous perdu parce que l'enjeu derrière Linky, c'est de faire des économies d'énergie à l'échelle de la France. Donc on a un enjeu environnemental derrière qui est extrêmement important aussi. Vous voyez, donc il faudra aussi constamment peser ces deux éléments-là.
Simplement, le job on up, parce que c'est le mouvement du quantify self, on a des gens aujourd'hui qui comptent ce qu'ils font. Voilà. Ce qu'on voyait dans le monde de l'entreprise pour optimiser les processus, on le trouve aussi aujourd'hui à l'échelle de l'individu. Je vais quantifier mon activité journalière pour essayer de m'améliorer. Voire je vais poster ces résultats sur les réseaux sociaux. Donc on a aussi des gens qui sont intéressés par ça aujourd'hui. Il y a aussi des marchés et des business à développer dans ce sens-là. Mais encore une fois, il y a une question de confiance. Imaginez si vous utilisez cet appareil pendant 10 ans et puis qu'un jour vous allez souscrire à une assurance et qu'on vous explique « Monsieur, je suis désolé, vous avez marché 3000 pas par jour pendant 10 ans, les recommandations de l'OMS c'est 10 000, on ne va pas vous assurer. » Voilà. Et bien, si ça se passe un jour, il faudra qu'au moment où vous avez commencé à prendre l'objet, on vous l'ait expliqué. Parce qu'il est hors de question qu'on réutilise 10 ans après un objet qu'on vous a vendu en vous expliquant quelque chose, puis en fait 10 ans après, on a changé l'usage des données. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faudra qu'en tant qu'utilisateur, on ait ces garanties, tout simplement pour accepter d'utiliser ces objets, parce que sinon, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je ne le ferai pas. Voilà. Et puis une dernière chose, c'est les Google Glass. C'est juste pour dire quand même qu'il y a des limites aussi à la vie privée et à ce qu'on peut faire avec la vie privée. On dit que les Français, on est toujours très protecteurs de la vie privée, mais en fait quand même aux États-Unis, il a suffi de 2 semaines, pas de commercialisation, juste de distribution aux développeurs, pour que les Google Glass soient interdites dans certains lieux publics ou dans certains magasins. Donc ça, c'est juste pour dire aussi qu'on n'en est peut-être pas encore au point où tout le monde peut se balader avec une caméra sur la tête, parce que mine de rien, ça crée quand même des réactions auprès des gens, et que donc du coup, il faut être un petit peu vigilant à la façon dont on amène les choses et aux objets qu'on présente. Les Google Glass, c'est en fait une lunette sur laquelle vous allez avoir et une caméra et aussi un espèce de petit écran qui va se trouver en haut à droite de votre œil et qui va vous permettre de vous donner des informations déportées. Donc vous allez voir l'écran de votre smartphone, mais qui va se trouver directement au niveau de votre œil. Et simplement, si un jour ça vous intéresse, je ne vais pas rester trop longtemps, mais voilà un peu la liste des données face aux droits des personnes. Et si vous voulez un exemple des problèmes que ça pose, je vous invite juste pour regarder ce que ça veut dire sur Internet simplement, ce n'est pas les objets connectés. Il y a un outil qui s'appelle CookieViz, qui a été développé par la CNIL, et qui vous permet de voir en temps réel comment vous êtes suivi quand vous naviguez sur Internet. Ça, c'est le graphique qu'on obtient, et l'ensemble des acteurs avec lesquels on a communiqué quand on a navigué sur 2 sites, Le Monde et Le Figaro. On a été en communication avec environ une 50aine d'acteurs. Donc l'idée, c'est bien évidemment, c'est pour ça que je vous invite à l'essayer, c'est bien évidemment qu'on ne reproduise pas ce phénomène dans les objets connectés, et d'autant plus quand on va se destiner à des objets qui seront vraiment des objets de notre quotidien. Et je vous remercie, j'en ai terminé.